tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures en cours, des lectures que j'ai terminées, tout ça. Vous avez l'habitude maintenant, tous les lundis, on parle des livres que je suis en train de lire, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés. Vous me suivez au fil des semaines sur ce que je suis en train de lire. Donc c'est plus des lectures perso, ça n'a pas forcément de rapport avec mon métier et donc la spiritualité, même si je l'ai déjà expliqué, souvent vous allez avoir des livres où il va y avoir quand même du fantastique, où il va y avoir voilà, des monstres, où il va y avoir des mythes, où on va parler de légendes, de mythologie grecque par exemple, voilà, vampires, loups-garous, tout ça. Donc on va dire qu'il y a tout un monde fantastique que j'aime dans les lectures et qui parfois peuvent se relier à ma spiritualité évidemment, mais pas toujours, voilà. Donc on peut parler aussi de dark romance, de new romance, de littérature classique, on peut parler de tout ça, voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du tome 1 et du tome 2 de la saga Vampiria America de Victor Dixon. J'avais commencé déjà le tome 1 la semaine dernière, donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à aller la voir parce que je ne vais pas forcément tout réexpliquer. Et là, du coup, comme j'ai terminé le tome 1, j'ai commencé le tome 2 de cette saga qui s'appelle Le Tombeau des Étoiles. Voilà. Alors, pour le tome 1, donc on est en l'an 301, on est toujours dans la Magna Vampiria, donc le royaume de Louis XIV qui se fait appeler Louis l'Immuable, qui s'est fait transmuter en vampire 300 ans avant. Donc c'est pour ça que nous sommes en l'an 300. Et là on est sur le continent américain et on va découvrir de nouveaux protagonistes et retrouver des personnages que l'on avait dans le cycle 1, donc la saga Vampiria, donc en 3 tomes. Et donc il y a toute une histoire qui va se dérouler comme ça, ce qui fait qu'à la fin du tome 2, on va certainement avoir cet effet de l'histoire n'est pas terminée, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, au mois de mai, il y a un nouveau tome de cette saga qui ressort et qui va relier le cycle 1, donc la saga Vampiria, et le cycle 2, Vampiria America. Voilà. Donc pour le tombeau des immortels, donc je vais essayer de vous replacer un petit peu l'histoire, même si je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc je vous l'ai dit, on est à l'an 301, on est aux États-Unis, et donc ça fait déjà 300 ans que Louis XIV s'est transmuté en vampire et donc a créé son nouveau royaume en s'alliant avec d'autres monarchies comme par exemple l'Angleterre ou l'Espagne. Et il a créé ce que l'on appelle la Magna Vampiria. Voilà. Aux États-Unis, donc je vous remets le contexte, il y a 13 colonies. Ces 13 colonies donc qui sont reliées à la monarchie d'Angleterre, donc à la vice-reine Marie Stuart. Et donc pour garder liées les 13 colonies, tous les ans, au mois de juin, donc le 1er juin, 13 débutants, donc ce sont 13 jeunes personnes, filles ou garçons, qui vont chacun représenter une des 13 colonies des Amériques, qui vont monter à New York. New York, c'est l'épicentre de la Magna Vampiria, c'est là où on va dire où toute la noblesse, où tous les riches vampires vivent, voilà. Et ils vont monter à Paris, et à Paris, ils vont être transmutés lors d'une nuit que l'on appelle le bal des débutants. Voilà. Et donc, ça va permettre à la Magna Vampiria américaine, voilà, de pouvoir garder en lien les 13 colonies américaines. Voilà. Sauf que, lors de ce bal donc du 1er juin, puisque c'est tous les 1er juin, ça va pas se passer comme d'habitude, puisque Sibylle, une sorcière défunte, qui s'est, entre guillemets, réincarnée, enfin on va dire qu'elle a réussi à incarner son âme dans son animal familier qui est une pie, et elle a réussi à travers son familier à rentrer en contact avec d'autres jeunes gens, voilà, que l'on apprend à connaître au tout début de l'histoire, qui viennent du coup sur New York pour des raisons bien précises et qui ont soif de vengeance ou cherchent un antidote ou quelque chose comme ça. Et donc Sibylle va en faire un clan, une équipe, elle va monter voilà une équipe qu'elle va appeler les Desperados pour pouvoir mettre à bien un plan pour prendre en otage les 13 débutants
voilà, qui doivent être transmutés, afin de se venger de la Magna Vampiria et donc du pouvoir des vampires, voilà, et de ceux qui l'ont maltraité. Voilà, en gros c'est ça. Donc en fin de compte, les personnages que l'on rencontre, je vous les ai déjà présentés la semaine dernière, mais bon c'est pas grave, je vais vous en reparler rapidement si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc on rencontre Archer, qui est un puritain donc de Salem. Il a une sœur jumelle qui s'appelle Harrow, et malheureusement sa sœur jumelle a été... on l'a accusée de sorcellerie, voilà. Et donc elle est montée à New York, et là elle est dans les prisons, dans les geôles des vampires, pour être jugée en tant que sorcière. Donc en fin de compte, Archer, qui n'est pas d'accord et qui pense que sa sœur n'est pas une sorcière et qu'elle a été accusée à tort, monte à New York pour aller délivrer sa sœur. Voilà. Et donc il rencontre Lapi, donc la sorcière Sibylle, qui lui promet que si il rentre dans son plan, elle l'aidera à délivrer sa sœur. Voilà. Ensuite, on rencontre Désirée. Désirée, c'est une jeune femme donc, qui est originaire de New York, qui est musicienne et qui, malheureusement, un soir, va jouer dans un bar, rencontre un vampire pas super sympa, et en fin de compte, elle se fait aspirer son inspiration par ce vampire lorsqu'il la mord. Voilà, donc elle perd son inspiration. Donc là, pareil, Sibylle prend contact avec elle et elle lui promet que si elle rentre dans son plan, elle pourra récupérer son inspiration que ce fameux vampire lui a volé. Voilà. Ensuite, on rencontre Raphaël. Donc Raphaël, c'est un personnage que l'on a déjà rencontré dans les 3 premiers tomes de la saga Vampiria. Donc dans le cycle 1, c'est un ancien écuyer de Louis XIV et qui, par des péripéties que l'on a connues dans les tomes précédents, se retrouve entre guillemets en fuite. Voilà. Sauf que Raphaël a été touché par un filtre d'amour, voilà, qu'un vampire, donc qui s'appelle Hyacinthe de Rocaille, qu'un vampire pirate lui aurait inoculé, et donc en fin de compte, Raphaël se retrouve amoureux, transi de ce vampire, et n'arrive pas à se sortir de l'influence de ce filtre d'amour. Donc lui, il veut se débarrasser de ce filtre d'amour. Donc là, pareil, Sibylle rentre en contact avec lui, et lui promet qu'il aura l'antidote pour être débarrassé de ce filtre d'amour, et donc ne plus ressentir cette passion dévorante pour Hyacinthe de Rocaille, le fameux pirate vampire, voilà, que l'on a rencontré dans les tomes précédents. Ensuite, nous rencontrons Annabelle. Donc Annabelle, c'est l'une des 13 débutantes. Donc à la base, elle avait été choisie pour être l'une des débutantes pour être transmutée, voilà, pour représenter sa colonie, qui est une colonie du sud des Amériques. Sauf que pendant le trajet vers New York, lorsqu'elle allait pour aller rejoindre l'endroit où allait se passer le bal des débutants, sa calèche se fait attaquer. Et en fait, une monstruosité nocturne, puisque dans l'histoire, il y a beaucoup de monstres qui vivent la nuit, tout ça. En fait, elle se fait attaquer de nuit par un monstre nocturne qui lui arrache son visage. Et donc, elle se retrouve à être bannie, reniée par la famille. Elle ne peut plus accéder et prétendre à la place de débutante et de représentante de sa propre colonie. Donc finalement, comme elle n'est pas décédée, les parents la font quand même passer pour morte et la font rentrer à l'hôpital chez les nonnes, où elle sera renommée nonne Modestie. Voilà. Et donc elle sera obligée de porter un masque de cuir pour cacher son visage disparu. Voilà. Et donc là c'est pareil, Sibylle arrive à rentrer en contact avec elle et donc lui promet qu'elle pourra retrouver son visage si elle rentre dans son plan. Voilà, donc là on a vu Archer, on a vu Annabelle, on a vu Désirée, on a vu Raphaël, ah oui, et du coup ensuite il manque Waya. Donc Waya c'est le fils du chef Cherokee de la Vallée Bleue, donc d'un peuple indien. Et en fait, son père, pour pouvoir garder en place le traité de paix entre les colons et les peuples autochtones amérindiens, en fait, en gros, il oblige son fils à accepter une invitation d'un on va dire des chefs des vampires, d'accepter l'invitation
pour que en fait Waya, donc le fils du chef, devienne vampire, soit transmuté, afin de pouvoir garder, donc comme je vous ai dit, le traité de paix entre autochtones et colons. Donc évidemment Waya à la base il est pas trop pour, parce que ben, franchement devenir un vampire, ben, ça le ravit pas de fou, mais en gros ben, pour faire en sorte que son peuple puisse rester en paix et puisse être aussi comment dire préservé de tous les monstres nocturnes qui traînent autour de leur peuple, de leur terre et qui bon forcément attaquent aussi un petit peu la population. Pour pouvoir pallier à ça et pour pouvoir les défendre, il accepte, enfin en tout cas le peuple vote et du coup Waya est envoyé à New York pour se faire transmuter. Sauf qu'entre-temps, forcément, il rencontre Sybil, la sorcière défunte, dans son corps de familier, Lapi, et en fin de compte, elle lui promet qu'il pourra avoir l'antidote pour inverser le processus et donc garder ses pouvoirs de vampire, puisque lorsque l'on devient vampire, on peut justement développer certaines capacités, une certaine force. Donc elle lui promet qu'avec l'antidote, il pourra redevenir humain, tout en gardant en fait les bénéfices du sang vampire qui coulera dans ses veines. Donc en fait, c'est tout bénef puisque il est humain, mais il pourra continuer à défendre son peuple puisqu'il sera plus, on va dire, il aura de meilleures capacités, quoi. Voilà. Donc Waya rentre aussi dans le plan de Sybil. Et donc le plan de Sybil, c'est quoi? C'est de prendre en otage les 13 débutants lors de la soirée du bal des débutants. Voilà, pour pouvoir demander ce que demande chacun des protagonistes. Donc pour Hatcher, sa sœur, pour Annabelle, le meilleur des chirurgiens pour lui rendre son visage, pour Désiré, récupérer l'inspiration qui a été volée par le vampire qui l'a attaqué. Pour Waya, avoir l'antidote pour être dévampirisé et Raphaël avoir l'antidote pour enlever l'influence du filtre d'amour. Voilà. Donc en fin de compte, elle monte le plan pendant quelques semaines comme ça, et donc ils se retrouvent tous bloqués dans une espèce de tour hôtel où avait été mis tout le gratin. Donc ils ont réussi à faire partir toutes les personnes qui étaient invitées, donc autant les mortels que les vampires, et ne se retrouvaient bloqués qu'avec certaines des nonnes qui étaient là pour protéger les 13 débutants vampires, voilà, qui ont été transmutés entre-temps, dont Waya, voilà, et en fait Waya fait un peu agent double, voilà. Donc ils viennent avec des nouvelles identités, tout ça, pour pas qu'on sache qui c'est, et donc ils font appel à la faculté en disant, en fait, on vous rendra les otages dans 3-4 jours, et vous, en échange, vous nous donnerez ce que l'on demande. Donc la sœur d'Hatcher, les antidotes, le chirurgien pour Annabelle, tout ça, voilà. Et donc, en fait, on a tout le tome 1 qui se passe, on va dire, en huis clos, puisque tout se passe, enfin, la majorité de l'action se passe dans cet hôtel avec les débutants, et donc il y a toute l'histoire autour, donc à savoir est-ce qu'ils vont vraiment rester solidaires, est-ce qu'ils vont réussir à sauver tout le monde, est-ce que voilà, il y a toute une histoire autour de ça, et donc on rencontre après de nouveaux personnages qui vont être à l'extérieur de la prise d'otage, et il va y avoir toute une histoire comme ça, voilà. Et donc pour le tome 2, donc là on retrouve les personnages que l'on a rencontrés, donc que je viens de vous citer. Et donc là, ils sont, on va dire la prise d'otage est terminée. Et donc on est 1 mois après la prise d'otage. Et donc là, ils doivent rejoindre la fronde américaine pour pouvoir aider du coup ceux qui sont contre la Magna Vampiria. Pour renverser le pouvoir, on va dire. Parce qu'il y a, entre guillemets, une guerre qui se prépare, vu que les autres monarchies, elles ont l'air de plus vouloir être OK avec Louis XIV. On comprend que Louis XIV est un petit peu en train de perdre son pouvoir et sa magnificence et son autorité un petit peu sur les autres. Donc là, on sent qu'il va y avoir... ça commence à sentir mauvais pour tout le monde. Et donc la fronde, eux, veulent profiter justement de cet état un peu fébrile entre les autres monarchies et tout ça, et puis un petit peu les faiblesses qui commencent à se voir au niveau de Versailles, pour pouvoir renverser le pouvoir. Voilà, donc là on est sur... là je suis au tout début du tome 2, donc qui s'appelle le
le tombeau des étoiles, et donc là, ils sont sur le chemin pour aller rejoindre la Fronde. Donc là, forcément, la prochaine fois, je vous parlerai du tome 2, puisque je l'aurai terminé, et donc je pourrai vous en dire un petit peu plus sur cette partie de l'histoire. Voilà. Donc dans le tome 2, on retrouve des personnages que l'on avait connus dans les tomes précédents, dont un, par exemple, qui s'appelle Alexandre de Mortange, que l'on a connu dès le tome 1 de la saga Vampiria, donc premier cycle. Donc là, c'est intéressant, puisque du coup, je pense qu'avec le tome 2, Victor Dixon commence à relier les deux histoires ensemble, et le cycle 1 et le cycle 2, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, il me tarde un petit peu de voir comment ça va se développer. Donc le tome 1, ce que j'en pense, puisque je vais pas trop vous parler du tome 2, je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine. Le tome 1, je l'ai bien aimé. Alors j'ai adoré retrouver justement cette ambiance baroque avec voilà cette réalité alternative où les nobles de l'époque de Louis XIV et Louis XIV ont été transmutés en vampires. Donc il y a de nouveau des classes qui se sont refaites. En fin de compte, on est resté bloqué dans l'époque de Louis XIV, donc ça veut dire qu'on est toujours au temps des charrettes, voilà, on a toujours pas d'électricité, par exemple, donc on a encore à s'éclairer à la bougie et aux lampes à huile. Il y a de nouveaux monstres, puisqu'en fin de compte, avec l'arrivée des vampires et des ténèbres, et bien du coup des nouveaux monstres sont apparus aussi. Donc ils grouillent la nuit, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde de pouvoir vivre tranquillement dans ce monde-là. Bon, il y a des couvre-feux, il y a plein de choses. Et donc dans Vampiria America, voilà, surtout dans ce tome 1, il y a tout un côté avec les sorcières, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, puisque les sorcières, on n'en a pas entendu parler dans le cycle 1, donc dans les 3 premiers tomes. Donc là, ils ont vraiment relié l'histoire des sorcières avec l'histoire des vampires, et j'ai bien aimé, j'ai trouvé que l'histoire était bien construite. C'est plutôt intéressant. Bon, après, comme je l'ai dit dans la vidéo la semaine prochaine, il a vraiment repris les clichés de la sorcière et du vampire. Donc voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les sorcières, on est sur du chapeau pointu, on est sur des voleuses d'enfants pour faire des sacrifices. Enfin voilà, les sorcières sont vraiment très très mal vues. Voilà, pour eux, les sorcières, elles sont mauvaises, elles ne font que des mauvaises choses. Donc on est vraiment sur ça. Donc les rituels, voilà, le fait de transformer des champs entiers de blé, par exemple, en champs de ronces. Donc on est vraiment sur tout ce côté-là. Donc bon, c'est un peu cliché, mais bon, c'est quand même cool, quand même, je trouve que c'est sympa. Et après, pour les vampires, là, c'est pareil, hein. Donc là, ils vivent la nuit, ils dorment le jour. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, ils peuvent pas choisir. C'est-à-dire que, en fait, le jour, quand ils se lèvent, en fait, les vampires s'endorment automatiquement. Ils sont obligés d'aller se coucher, en fait. Ils n'ont pas le choix, la journée, ils dorment. Et quand le soleil se couche, ils se réveillent. Donc là, on est vraiment sur un cycle, ils vivent toute la nuit et ils dorment le jour. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas rester éveillés la journée. Voilà, bon. Ça, c'est un petit peu un truc qui est vraiment propre à l'histoire, par exemple. Mais sinon, voilà, on est sur des vampires qui ne peuvent pas aller au soleil. On est sur des vampires qui ne boivent que du sang. On est sur des vampires qui sont pâles et qui restent jeunes de manière éternelle, puisqu'ils restent comme ils ont été transformés, donc dans l'âge où ils ont été transformés. Évidemment, ils ont des capacités surnaturelles, donc chacun développe des capacités différentes. Ils ont la vitesse, évidemment. Ils sont nyctalopes, donc c'est-à-dire qu'ils voient la nuit. Et ils se reflètent pas dans les miroirs. Voilà, donc on a vraiment le combo parfait du vampire que l'on connaît, classique. Donc bon, voilà. Mais après c'est cool parce que du coup c'est des... Comment dire, c'est des symboles, en fait, c'est des références que tout le monde a. Donc même si quelqu'un ne s'est jamais vraiment intéressé aux vampires ou a jamais lu d'histoire comme ça, bien vous n'allez pas être... Vous n'allez pas être perdu puisque c'est des choses qu'on entend tout le temps. Aujourd'hui, voilà, les vampires, on se dit toujours, un vampire, voilà, il peut brûler au soleil, il mord les gens, et puis voilà, voilà, il a des longs ongles, par exemple, il est pâle, et puis il se reflète pas dans les miroirs. C'est un truc classique. Et puis les sorcières, c'est pareil, on a aussi le cliché, mais bon, je trouve plutôt sympa. Ça m'a pas dérangé en fait, donc voilà. Au final, après, au fur et à mesure de l'histoire, ça va, ça se décante et du coup c'est pas dérangeant. Donc j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on retrouve aussi des personnages des premiers cycles. Donc par exemple on retrouve Sterling Raindust, voilà, qui est un Anglais. Donc je vous en dis pas trop si vous n'avez pas lu l'histoire, mais du coup ce personnage là on l'a rencontré je crois dans le tome 2 ou 3
il me semble de mémoire, justement dans le cycle 1 Vampiria. Donc c'est plutôt cool, puisque du coup il va faire le lien avec les deux histoires. Et donc on a Hyacinthe de Rocaille, que l'on a rencontré déjà dans les tomes précédents, et que l'on retrouve ici, sous un nouveau rôle, on va dire. Donc c'est plutôt sympa. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Là, dans le tome 2, comme je vous ai dit, on a Alexandre de Mortange, que l'on a rencontré vraiment dès le début de l'histoire saga Vampiria. Et donc là, on le retrouve là, donc je pense que ça va être cool de le retrouver. Ce personnage-là, moi je l'aime bien. Voilà. Bon, après, il est tel qu'il est. Hein. Après, chacun se fait son avis. Mais moi, c'est un personnage que j'apprécie. J'appréciais déjà dans les 3 premiers tomes. Donc là, je suis contente de le retrouver, on va dire. Donc après, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont assez jeunes. Donc les personnages principaux, hein, donc Désiré, Archer, Raphaël, Annabelle et Waya. Personnellement, des personnages masculins, j'ai un petit crush pour Waya. Je trouve que malheureusement, c'est presque celui qui a eu le moins, qui a été le moins développé. J'ai l'impression, parce que il était un peu moins présent peut-être. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il est intéressant. Donc là, j'espère que dans le tome 2, il aura un rôle un petit peu plus... Ça commence en tout cas, mais j'espère qu'il aura un rôle un petit peu plus principal, on va dire. Le personnage d'Archer, au début, voilà, c'est le mec qui se la raconte un peu, il veut toujours avoir raison, il est plein de préjugés. Bon, c'est pas trop, voilà, un peu tête de, voilà, hein, tête de C, quoi. Donc on sait pas trop, et puis finalement, au fur et à mesure de l'histoire, on l'aime bien. Donc finalement, il est attachant, donc j'aime bien le personnage d'Archer. Raphaël, si vous avez déjà lu la première saga, parce que vous pouvez tout à fait lire la saga Vampiria America sans avoir lu les 3 premiers tomes. Hein. Vous pouvez tout à fait les lire de manière indépendante. Voilà. Mais en tout cas, moi, le personnage de Raphaël, je l'aimais bien déjà dans les premiers tomes. Bon, même si c'est pas forcément mon personnage préféré. Mais là, du coup, je l'aime bien dans le tome 1, par exemple. Bon, là, le tome 2, j'attends de voir parce que, bon, voilà, je peux pas vous spoil, mais du coup, là, il est un petit peu particulier. Mais dans le tome 1, j'aime bien. Il a un peu ce rôle de leader, quand même, assez protecteur. Voilà, c'est un personnage qui est assez taciturne, quand même, assez... Il parle pas trop de lui, on va dire. Mais voilà, on sait qu'il est fidèle, on peut se reposer sur lui en tout cas. Donc j'aime bien le personnage de Raphaël, contente de l'avoir retrouvé. Et après pour les personnages féminins, donc on a Annabelle, elle est trop attachante. Elle est trop mignonne, alors qu'à la base, on pourrait justement la prendre parce qu'à la base, elle fait partie des riches, quoi. Elle fait partie de la noblesse. Donc, elle aurait pu avoir beaucoup de préjugés, tout ça, et pas forcément bien se comporter par rapport aux autres. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un personnage hyper attachant. Donc, j'aime beaucoup le personnage d'Annabelle. Voilà, donc ce que je pouvais en dire. Et ensuite Désirée, alors elle on va dire c'est le clown de service, c'est celle qui a beaucoup de réparties, voilà, qui est ingénieuse, qui est téméraire, voilà, elle est un petit peu aussi la locomotive de tout le monde, vous voyez. C'est que en fait, quand les autres ils commencent un petit peu à désespérer ou qu'ils ont un petit coup de down, elle en fait elle va être là et puis elle va remonter un petit peu tout le monde. C'est l'éternel optimiste en fait. Malgré tout ce qui lui arrive, elle essaie de rester optimiste et de voir toujours le positif et de dire mais non, on va y arriver, ça va marcher et tout. Donc personnage super pétillant, super mignonne, je l'aime beaucoup. Donc on va dire que les personnages principaux, je les ai beaucoup aimés. Même dans leur description, tout ça, les interactions entre eux, c'est chouette. Bon après on voit qu'il y a des... Voilà, je vais pas spoil, mais il y a des petits couples qui vont se former, tout ça, on voit quand même qu'il y a des petites amourettes entre certains, donc je trouve que c'est mignon, mais c'est vraiment passé de manière très... c'est très discret, quoi. Donc il n'y a pas du tout de scène d'intimité, pas de smut, pas du tout, rien. C'est suggéré, pardon, c'est mieux. C'est suggéré, donc on comprend, mais il y a rien, quoi. Il y a franchement même pas un petit bisou, hein, donc pour vous dire à quel point c'est vraiment choupi, quoi. Donc non, après puis c'est pas, en fait dans l'histoire ça manque pas, on en a pas vraiment besoin, donc non, c'est nickel. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ça, et puis voilà, là en fait, moi si je vous le conseille, ouais. Franchement, c'est un bon livre. Alors évidemment, faut aimer tout ce qui est un petit peu baroque, faut aimer tout ce qui est un petit peu les corsets, les grandes robes, voilà, les jabots, tout ça, le froufrou, enfin tout ce côté un petit peu
de l'époque en fait de Louis XIV, quoi. Si vous aimez cette époque-là, bon ben forcément vous allez aimer tout ce côté-là. Et puis par contre, c'est vraiment décrit de manière plus sombre parce que là on est vraiment dans une ère des ténèbres. Donc voilà, les personnages sont assez sombres, tout ça. Mais moi j'aime beaucoup le côté baroque justement, donc c'est chouette. Moi j'aime bien l'ambiance de cette histoire. Après bon tout ce qui est vampire et tout j'adore, donc moi je suis dans mon élément, hein, mais bon c'est sûr que si vous n'aimez pas les créatures surnaturelles de ce type-là, l'histoire va pas forcément vous plaire. Mais moi j'aime beaucoup cette réalité alternative là où Louis XIV aurait été transmuté et du coup il serait toujours au pouvoir. Je trouve que c'est génial, en fait l'idée elle est top. Franchement ça m'avait beaucoup plu quand j'avais lu le premier cycle de la saga. Et là de retrouver cet univers dans Vampire America, je suis pas du tout déçue. J'aime beaucoup la façon dont est écrit le livre. J'aime bien en fait la plume de Victor Dixon. Je trouve qu'il écrit très très bien. Il nous embarque vraiment dans son monde. D'ailleurs, il a fait d'autres livres, mais qui sont pas forcément sur le même thème. Et je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur parce que voir en fait commencer dans un autre univers. Parce que vraiment j'aime vraiment bien comment il écrit. Je trouve que c'est fluide, et puis voilà, c'est super bien écrit. Il nous embarque, voilà, tout est bien calculé. Vraiment rien n'est laissé au hasard. L'histoire elle est super bien construite. Il nous amène doucement à découvrir les plot twists et encore presque on arrive à se faire avoir. Moi il y a des trucs je suis là, mais non. Alors, il y a des choses, évidemment, ils nous amènent. Donc, on se dit, non, mais attends, je suis sûre que ça va être ça. Donc, on le voit arriver. Et c'est cool, parce que du coup, quand on regarde, on fait, je le savais. Donc, en fait, c'est chouette. Et il y a d'autres moments où, on tombe un petit peu dénu. On se dit, non, mince, je m'y attendais pas. Ou, ah non, fallait pas. Et en fait, je trouve que c'est chouette. Je trouve qu'il nous embarque vraiment dans son histoire et qu'on la vit vraiment avec lui. Oui, j'ai oublié de vous parler du personnage de Sibylle, donc la sorcière défunte. Alors elle, c'est mitigé pendant tout le livre. Alors je vais pas vous spoiler évidemment, mais pendant tout le livre, on ne sait pas si on peut lui faire confiance ou pas, on ne sait pas vraiment où elle se situe, on ne sait pas si elle est bien, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. On ne sait pas trop. Donc en fait, Sibylle, on n'arrive pas à la cerner. Ce qui est intéressant et ce qui est fait aussi exprès pour l'histoire et pour le dénouement, on va dire. Mais c'est bien amené, c'est vraiment fait intelligemment et du coup, si vous aimez cet univers-là, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment un chouette livre. Voilà. Et donc là, le tome 2, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Puisque là, du coup, je vous l'ai dit, on est un mois après la prise d'otage, la fin de la prise d'otage. Et donc là, il y a tout le suite de l'histoire. Je pense que des personnages qu'on avait dans le tome 1, on va les retrouver dans le tome 2. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, voilà, voir comment les personnages vont évoluer. Alors après, attention, je dirais quand même public averti, dans le sens où il y a quand même de la violence. On parle quand même d'agression, de non-consentement, dans le sens où, voilà, on traite pas forcément correctement... par exemple, les personnages qui sont des sorcières, on les traite pas très très bien. Alors après, c'est pas du tout vulgaire, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas tout ça, mais on va dire que dans les scènes, il y a certains passages qui peuvent être un petit peu, on va dire, sensibles pour des lecteurs plus jeunes. Donc je conseillerais cette lecture à partir de 15-16 ans, quoi. Selon la maturité, mais pas avant. Voilà, si vous êtes plus jeune... j'éviterai parce que voilà, ça peut... Ouais, il y a quand même des passages qui sont un petit peu un peu sensibles. Donc bon, j'éviterai de donner ce livre où voilà, si vous êtes plus jeune que 15-16 ans, peut-être attendez un peu encore avant de les lire. Voilà. Mais sinon, très bon livre les amis. Voilà. Écoutez, je vous laisse là parce que ça fait quasi une demi-heure que je parle, donc je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine où je vous parlerai du tome 2 et puis de la lecture que j'aurai en cours parce que j'ai pas encore décidé ce que je vais lire après. Je me tâte, voilà, j'ai pas encore décidé. Donc vous verrez ça la semaine prochaine et comme ça vous aurez la suite des aventures des personnages des Desperados, voilà, du tombeau des immortels et puis comme ça vous aurez un avis un petit peu plus complet sur cette saga. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de la lire. Si vous l'avez déjà lu et que vous la connaissez, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis c'est pareil, comme je vous dis toutes les semaines, si vous avez des lectures à me proposer, c'est pareil, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me mettez l'auteur et le titre du livre ou de la saga.
n'hésitez pas à me faire des propositions. Et la même chose, si vous hésitez à lire un livre ou vous avez envie de savoir par exemple s'il peut être adapté à une personne plus jeune ou autre ou n'importe, ou n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire l'auteur et le titre de la saga ou le titre du livre, et comme ça je pourrai le lire, je en ferai une vidéo et comme ça vous aurez mon avis et vous pourrez peut-être savoir si vous vous lancez dans la lecture ou si vous pouvez le proposer à vos enfants par exemple, des choses comme ça. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà. Allez, du coup je vous laisse là. On se retrouve demain pour une présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, si vous me suivez sur plusieurs de mes vidéos. Voilà, et puis après, jeudi, comme d'habitude, vous aurez une vidéo bibliothèque ésotérique. Donc là, ça sera de la lecture, mais dans ma bibliothèque ésotérique. Et ensuite, vendredi, vous aurez une guidance. Voilà pour votre semaine, les amis. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.